va concerner tout d'abord le duodénum, un segment de tube digestif de fonction très importante, vitale, puisqu'il est associé au pancréas et aux voies biliaires. Nous poursuivons par l'intestin grêle, le jéjunum et l'iléon, qui ont un rôle primordial dans l'absorption alimentaire. Le tube digestif qui se poursuit après l'estomac comprend successivement le duodénum, l'intestin grêle et les côlons. Le duodénum a la forme d'un cadre imparfait, incomplet, avec 4 côtés et qui, comme caractéristique, est un viscère profond et fixe sur la paroi postérieure de l'abdomen. Il comprend 4 côtés, le premier duodénum, qui mesure 5 cm en moyenne, légèrement dilaté par ce qu'on appelle le bulbe duodénal. Il est orienté en haut et à droite. L'angle entre le premier et le deuxième duodénum s'appelle le genu superius. Le deuxième duodénum est parfaitement vertical, il mesure 10 cm. Il est paravertébral droit. L'angulation entre le deuxième et le troisième duodénum est d'un angle aigu, il s'appelle le genu inferius. Il se poursuit par le troisième duodénum, qui mesure 8 cm et qui contourne la convexité de la colonne vertébrale. Le quatrième duodénum, orienté en haut, latéralement et ventralement, mesure 7 à 10 cm. Ce cadre, avec ses 4 côtés irréguliers, se termine par l'angle duodéno-jéjunal, le jéjunum étant la première portion de l'intestin grêle. Comme on le voit sur les 2 schémas dans la partie inférieure de l'écran, le duodénum est variable, il peut être très allongé verticalement sur un sujet longiligne, alors que chez l'enfant, les angles sont très peu marqués, le cadre est au contraire en partie circulaire. Les schémas suivants rapportent la topographie du duodénum par rapport à la colonne vertébrale lombaire. Tout d'abord, le premier duodénum se projette en L1, comme le pylore, et on voit qu'il est orienté en haut, latéralement et vers l'arrière. Le deuxième duodénum est paravertébral, légèrement en avant et sur la face droite de la colonne lombaire. Il se termine en L4. Cette coupe transversale, qui représente la face inférieure du segment supérieur, à hauteur de L4, est en partie fausse puisque le genu superius se projette en L1, ainsi que la terminaison de l'estomac, mais permet de comprendre l'orientation des différents côtés. Nous sommes donc en L4. Le premier duodénum est orienté dorsalement, comme précédemment nous l'avons expliqué. Le deuxième duodénum, strictement vertical, n'est pas visible véritablement sur ce schéma. Le troisième duodénum contourne la convexité de la colonne lombaire de L4 et contourne également les gros vaisseaux, l'aorte et la veine cave inférieure. Ensuite, le quatrième duodénum revient ventralement pour former l'angle duodéno-jéjunal. On retrouve donc en arrière la veine cave inférieure et ventralement la veine mésentérique supérieure par rapport au troisième duodénum, mais c'est surtout les vaisseaux artériels qui sont intéressants, avec l'aorte dorsalement, l'artère mésentérique supérieure ventralement, et lorsque ces vaisseaux sont rigides, en particulier par une surcharge d'athérome en vieillissant, ils peuvent former une pince aortomésentérique qui fait une striction sur le troisième duodénum et qui peut être responsable de troubles digestifs chez les personnes relativement âgées. Sur le plan topographique, le duodénum est quasiment indissociable du pancréas, et plus particulièrement de la tête pancréatique. Ce schéma de face permet de retrouver comme repère la 12e vertèbre dorsale, les vertèbres lombaires, et successivement, le premier duodénum se projette en L1, le deuxième duodénum jusqu'en L4, ainsi que le troisième duodénum, et l'angle duodéno-jéjunal remonte en L2.
Nous avons comme élément topographique de repère la 12e côte. 12e côte qui est au-dessus du Genus superius, avec ventralement le rein droit qui est en avant de la côte, mais dorsal par rapport au duodénum, inscrit dans la concavité du cadre la tête pancréatique et la voie biliaire principale, qui vient se terminer dans le 2e duodénum. L'angle duodéno-jéjunal, quant à lui, est maintenu à la colonne lombaire par le muscle de Treitz, qui part de l'angle duodéno-jéjunal pour rejoindre le pilier gauche du muscle diaphragme. Voyons maintenant le duodénum sur sa topographie interne. Le schéma en haut et à droite représente l'ensemble duodénum-pancréas avec 2 plans de coupe, un plan de coupe sagittal selon la lettre A et un plan de coupe horizontal sur la lettre B. La coupe sagittale nous montre la partie ventrale vers la gauche, la partie dorsale vers la droite. Cette coupe montre que le pancréas entoure le premier duodénum avec une languette pancréatique qui remonte plus sur la face dorsale que sur la face ventrale. Cette portion est traversée par la voie biliaire principale qui va se terminer dans la cavité du 2e duodénum. La seconde coupe, transversale, fait état de la même disposition du tissu pancréatique par rapport à la convexité et à la périphérie du 2e duodénum, avec 2 languettes qui débordent ventralement et dorsalement. C'est un peu la situation d'une jante et d'un pneu. Là encore, les vaisseaux mésentériques, veine mésentérique supérieure, artère mésentérique supérieure, passent comme sur le schéma de la diapositive précédente, contre le 3e duodénum, et l'artère peut être une source de contrainte de striction. Sur cette coupe transversale, enfin, on remarque que la voie biliaire principale vient se terminer dans le cadran postéro-médial du duodénum. Veine mésentérique supérieure et artère mésentérique supérieure croisent le 3e duodénum. Seule l'artère peut être néfaste et peut venir comprimer le 3e duodénum, générant ainsi des troubles digestifs. L'intestin grêle est une portion fonctionnellement très importante pour la digestion. C'est un segment digestif qui est long, qui peut mesurer plusieurs mètres à l'âge adulte. L'intestin grêle dérive en partie de l'intestin moyen. Cette coupe sagittale de l'embryon qui mesure 8 mm, qui a 35 jours, nous remet là où nous avions laissé l'anse ombilicale. Dorsalement, on retrouve l'aorte, avec l'origine des vaisseaux principaux à destinée digestive, le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure, l'artère mésentérique inférieure. L'intestin moyen débute au niveau de l'angle duodéno-jéjunal. Il se poursuit par l'anse ombilicale, qui a une convexité ventrale, une extrémité ventrale. Cette anse ombilicale présente une première partie de petit diamètre qui franchit la convexité ventrale et au-delà, elle change de diamètre pour augmenter de façon importante. L'artère mésentérique supérieure forme un axe central dans la concavité de l'anse ombilicale. L'artère mésentérique supérieure va donner de nombreuses branches, 14 à 16, destinées à la portion dorsale de l'anse, le segment de petit diamètre, mais seulement 3 artères destinées au segment caudal, celui qui est de plus gros diamètre. Cet ensemble est maintenu dans un seul méso dorsal qu'on appelle le mésentère commun. La partie sous-jacente, plus caudale, c'est le métenthéron qui est encore peu différencié, avec son méso terminal et son artère mésentérique inférieure. L'intestin moyen dérive de cette portion de petit diamètre et va successivement donner le jéjunum, puis l'iléon. Le canal vitellin est connecté au sommet de l'anse ombilicale et va se poursuivre dans le cordon ombilical.
La portion qui se continue, c'est le gros intestin, ou futur côlon, qui se divise en trois parties. Tout d'abord, le côlon droit, puis le côlon transverse, et enfin le côlon gauche. Au niveau du métenthéron, la membrane cloacale est encore fermée. Parmi les événements qui vont se développer dans la suite du développement de l'embryon, il y a bien sûr la croissance de l'anse ombilicale, la croissance du jéjunum et de l'iléon, mais surtout une rotation de 270 degrés sur l'axe de l'artère mésentérique supérieure, rotation qui se fait dans un sens anti-horaire vu de face, qui s'étend du 35e jour au 3e mois. On me demande souvent si le duodénum appartient au proentéron ou au mésenthéron. Eh bien en fait c'est très simple. Le mésenthéron commence au-delà de l'angle duodéno-jéjunal. Donc le duodénum, sur le plan embryologique, appartient au proentéron, mais bien évidemment, compte tenu de son diamètre, on a tendance à le considérer comme appartenant à l'intestin grêle. Les schémas suivants vont décomposer la rotation de l'anse ombilicale. Il s'agit de schémas de face qui montrent l'anse ombilicale avec une partie dorsale où on reconnaît l'aorte en rétropéritonéale, puis la partie crâniale avec le jéjunum et le futur iléon, la partie caudale avec la partie de plus gros diamètre, le futur côlon. L'artère mésentérique supérieure forme l'axe de rotation et le canal vitellin a son origine au niveau du sommet de l'anse ombilicale. Ceci est la position de départ et on décompose avec une première rotation de 90 degrés dans un sens anti-horaire de face. Cette rotation amène l'anse ombilicale non plus en position sagittale, mais en position horizontale. De ce fait, le changement de diamètre se trouve sur la gauche après le sommet de l'anse ombilicale. Le développement suivant concerne une seconde partie de la rotation, 90 degrés supplémentaires, qui nous amène à 180 degrés. De ce fait, l'anse ombilicale revient en position sagittale, mais cette fois-ci, c'est la partie de gros diamètre qui est en position crâniale. Il est important de comprendre que dans cette rotation, bien sûr, l'artère mésentérique supérieure représente l'axe rotatif, l'anse ombilicale tourne autour de cet axe, mais elle entraîne bien entendu le mésentère commun dans cette rotation. Nous arrivons ici à la position finale, après 90 degrés de rotation supplémentaire, soit 270 degrés au total. Cette rotation a positionné la portion de gros diamètre, l'origine du gros intestin, sur le côté droit, et entre le duodénum et cette dilatation, la totalité de l'intestin grêle, jéjunum et iléon. Au-delà du jéjunum puis de l'iléon, le gros intestin commence par le cécum. Il en résulte la formation de deux cadres. Cette amplitude de rotation a donc permis le développement du cadre duodénal, qui lui est initial, et qui va être maintenu contre la paroi postérieure par l'accolement de Treitz, et il a développé parallèlement un cadre de grand périmètre, le cadre colique, qui, à son tour, va être fixé par les accolements de Tolt. Le schéma suivant permet de représenter la structure interne, la constitution de l'intestin grêle, du jéjunum et de l'iléon. Cette structure est identique entre ces deux portions, même si sur le plan physiologique, les fonctions sont légèrement différentes. Les tuniques comprennent, de la superficie vers la profondeur, le péritoine viscéral. C'est une séreuse, comme une mince couche de vernis à la surface de l'intestin. On a ensuite deux plans musculaires. Une musculeuse longitudinale, externe ou superficielle, constituée bien sûr de fibres musculaires lisses, et une musculeuse circulaire profonde, qui forme des anneaux, des cercles,
et l'une comme l'autre participent au péristaltisme intestinal. Le plan sous-jacent, représenté en pointillé violet, est la sous-muqueuse. C'est un plan chirurgical important. C'est le seul plan solide. En effet, la musculeuse est très fragile, et c'est sur cette sous-muqueuse que les points de suture chirurgicaux viendront s'appuyer pour faire une suture de l'intestin grêle. Le plan fonctionnel, la couche fonctionnelle, c'est la muqueuse, représentée ici de couleur rose. La muqueuse présente plusieurs artifices pour augmenter sa surface. Tout d'abord des valvules connivantes, qui sont des demi-lunes, alternées les unes par rapport aux autres, et qui augmentent la surface d'environ 1/3. Ces valvules connivantes et la muqueuse sont tapissées, comme le montre seulement l'une des valvules, de villosités. Ce sont de petites excroissances de muqueuse d'1 millimètre, villosités qui sont extrêmement nombreuses, qui donnent à cette surface tissulaire un aspect de velours, et ces villosités multiplient par 5 à 6 fois la surface fonctionnelle de l'intestin grêle. Le jéjunum comme l'iléon sont une succession de boucles denses intestinales qui sont toutes bâties sur le même modèle. L'une d'entre elles est ici représentée. L'anse grêle, par définition, mesure entre 20 et 40 cm de longueur. C'est une boucle qui, d'une part, présente un pied mésentérique, c'est la zone d'insertion du méso sur la face dorsale de la cavité de l'abdomen, et un bord libre couvert de péritoine, puisqu'il n'y a bien sûr que le mésodorsal dans cette partie intestinale. L'anse grêle a la forme d'un cercle incomplet, et le bord libre est opposé au bord mésentérique, là où naît l'origine du méso. À l'état normal, le diamètre d'une anse grêle est environ de 2 cm. Mais en cas d'occlusion intestinale, lorsque ce segment intestinal va se dilater, il peut atteindre 4, 6, 8 cm de diamètre. Au total, l'anse grêle est une forme circulaire incomplète, une boucle qui n'est pas fermée, avec un bord libre qui correspond à la partie la plus convexe, la partie qui est recouverte de péritoine viscérale et sur laquelle il manque le mésoventral qui existe à l'étage des mésogastres. Le bord mésentérique est celui qui comprend l'insertion du méso de l'intestin grêle, qui rejoint ce méso le pied du mésentère et par lequel passent les vaisseaux artériels, veineux et lymphatiques. Le schéma suivant représente la totalité de l'intestin grêle, depuis son origine, l'angle duodéno-jéjunal, jusqu'à la jonction iléo-cécale. C'est donc une succession de boucles denses qui sont orientées horizontalement pour le jéjunum, puis orientées verticalement pour l'iléon. Le canal vitellin peut persister sous forme du diverticule de Meckel qui peut présenter des complications, particulièrement chez l'enfant, avec des hémorragies dans l'intestin. À l'état normal, chez l'adulte, le jéjunum et l'iléon mesurent en moyenne 6 mètres de longueur. Ceci s'oppose à la racine du mésentère, la zone d'insertion sur la paroi dorsale du mésodorsal. Cette racine qui est allongée, avec soit des angles, comme le présente le pointillé, soit une courbe progressive, mesure en moyenne 16 cm. L'artère mésentérique supérieure, deuxième artère digestive depuis l'aorte abdominale, joue un rôle primordial. C'est l'artère principale du tube digestif, intrapéritonéal. Elle vascularise la totalité de l'anse ombilicale, c'est-à-dire l'intestin grêle et le côlon droit, ainsi que certaines glandes annexes. L'artère mésentérique supérieure, comme le représente ce schéma, a une origine très haut située dans l'abdomen. Nous avons ici la 12e vertèbre thoracique, première et deuxième vertèbre lombaire, et l'aorte abdominale sur la face ventrale des corps vertébraux. Le tronc cœliaque a son origine en T12. Bien que cette origine soit représentée
à distance, sur les schémas embryologiques, eh bien, au stade définitif, l'artère mésentérique supérieure naît à 1 cm, 1 cm et demi de distance du tronc cœliaque. C'est une artère de gros diamètre qui mesure 12 mm à son origine. Sur le plan de son trajet, cette coupe sagittale représente les différentes portions de l'artère mésentérique supérieure. On reconnaît dorsalement la 12e vertèbre thoracique, 4 vertèbres lombaires et les disques intervertébraux. L'aorte abdominale est au contact de la colonne avec, ici, de L2 à T12, le pilier droit du muscle diaphragme. L'artère mésentérique supérieure naît à hauteur de L1 et elle va traverser plusieurs logettes. Premièrement, une zone rétropancréatique avec essentiellement un cadre veineux, puis une zone interduodéno-pancréatique et enfin, elle se poursuit dans la racine du mésentère pour donner ses collatérales. Dans la partie rétro-pancréatique, l'artère mésentérique supérieure, à son origine, est entourée par des veines. La veine splénique en haut, la veine rénale gauche en bas. La tête du pancréas est juste en avant de cette couverture veineuse, avec, encore plus ventral, le côlon transverse et son mésocolon transverse. Pour mémoire, l'artère rénale droite qui naît à hauteur de L2. Dans la partie crâniale, le tronc cœliaque a donné l'artère coronaire stomachique qui détermine une partie du foramen bursum omentalis et l'artère hépatique, seconde branche du tronc cœliaque, qui, après avoir abandonné l'artère gastro-duodénale, va former la seconde partie de l'anneau du foramen bursum omentalis, remonter dans le petit épiplon, la pars vasculosa, pour rejoindre le hile de la glande hépatique. L'artère gastro-duodénale, qui naît en arrière du premier duodénum, vascularise, on l'a vu, en partie l'estomac, mais aussi le pancréas et le duodénum. Dans la partie caudale, l'artère mésentérique inférieure, qui est en fait de beaucoup plus petit diamètre, naît à hauteur de L3. Le tissu pancréatique est entouré par le premier duodénum en haut, le troisième duodénum en bas. Le schéma suivant représente l'artère mésentérique supérieure dans sa portion rétropancréatique, c'est-à-dire à son origine. On retrouve l'aorte abdominale, entourée par les piliers droit et gauche du muscle diaphragme, et le ligament arciforme en haut. Le tronc cœliaque naît à hauteur de T12, l'artère mésentérique supérieure, 1 cm, 1 cm et demi au-dessous. Cette origine est entourée par un cadre vasculaire qui comprend tout d'abord des éléments du système cave inférieur. La veine cave inférieure est latéro-aortique à droite, elle reçoit la veine rénale droite et, sur son autre face, la veine rénale gauche qui elle-même reçoit la veine surrénale gauche. Les secondes parties des éléments qui entourent l'origine de l'artère mésentérique supérieure appartiennent au système porte. Il s'agit de la veine mésentérique inférieure qui rejoint la veine splénique pour former le tronc veineux splénomésentérique. Cette jonction entre veine mésentérique inférieure et veine splénique est très variable. Elle peut être très à distance de la veine porte ou pratiquement au contact de la veine porte et de l'origine de l'artère mésentérique supérieure. Les autres vaisseaux sont la veine mésentérique supérieure, de très gros diamètre, veine mésentérique supérieure qui va rejoindre le tronc splénomésentérique pour former la veine porte proprement dite. C'est ainsi que l'origine de l'artère mésentérique supérieure est entourée d'un cadre veineux avec deux circulations différentes, circulation porte, circulation cave, et qui forment ce que l'on appelle le quadrilatère vasculaire de Rocci. Le schéma suivant représente le développement de l'artère mésentérique supérieure et surtout de ses collatérales. Il s'agit d'un diagramme qui part du cadre duodéno-pancréatique,
traversée par le trajet près de l'origine de l'artère mésentérique supérieure, c'est le trajet interduodéno-pancréatique, mais volontairement, l'intestin grêle a été déroulé, étalé dans le plan du schéma, contrairement à sa succession dense et de boucles d'intestin grêle. Ceci pour représenter de façon plus didactique l'arborisation de l'artère mésentérique supérieure. Sur le schéma figure bien sûr le jéjunum pudiléon, mais également une partie du côlon, la partie qui est vascularisée par l'artère mésentérique supérieure. L'artère mésentérique supérieure a un trajet relativement rectiligne et se termine par une boucle avec une artère collatérale. Nous avons vu sur le schéma embryonnaire qu'il y avait de nombreuses branches, 14 à 16 branches, destinées pour le futur intestin grêle. On va retrouver cette arborisation avec une première artère jéjunale, puis 14 à 16 artères destinées à l'intestin grêle, qui vont présenter de multiples anastomoses dans le mésentère commun, qui forment un réseau en maille de filet, un réseau anastomotique de sécurité pour vasculariser l'intestin grêle. Il y a donc ainsi des arcades de plusieurs ordres, premier, deuxième, et la dernière arcade constitue l'arcade bordante. Elle est située à 1 cm de distance de l'intestin grêle sur son bord mésentérique. Elle commence par la première artère jéjunale et elle va donner une succession de vaisseaux droits qui eux sont des vaisseaux terminaux, sans anastomose, pour vasculariser successivement toute la longueur de l'intestin grêle. Les arcades artérielles vont jusqu'à l'arcade bordante, qui elle-même se termine au niveau des vaisseaux droits. Seul à partir des vaisseaux droits se trouve la vascularisation terminale. Nous avons vu que la portion inférieure, de gros diamètre sur l'anse ombilical au 35e jour, allait être vascularisée par, en moyenne, 3 artères. Ce sont tout d'abord l'artère colique inférieure droite, qui se termine sur une arcade bordante, au niveau de la jonction iléo-sécale, puis une inconstante artère colique moyenne droite, et enfin une artère colique supérieure droite. La vascularisation est basée sur le même principe, le même modèle, mais avec moins de vaisseaux et surtout moins d'anastomose. L'arcade bordante, qui va suivre le côlon transverse, prend le nom d'arc de Riolan. C'est une artère anastomotique entre l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure qui va vasculariser le côlon gauche. Le réseau veineux est bâti sur le même principe. Bien sûr, il va se terminer dans le système porte. Ce schéma représente la même structure, c'est-à-dire le développement de l'anse ombilicale étalé dans un plan frontal. Tout d'abord, la vascularisation veineuse forme une arcade bordante qui est parallèle et qui suit l'arcade bordante artérielle. Il y a aussi des vaisseaux droits comme les artères. Contrairement à la vascularisation veineuse des membres, il y a une veine pour une artère et l'arborisation veineuse, la cartographie veineuse dans le mésentère n'est pas superposable point par point à l'arborisation artérielle. Cette veine iléale va se poursuivre et rejoindre un tronc intermédiaire, puis un tronc jéjunal qui aboutissent à la veine mésentérique supérieure proprement dite. Cette veine mésentérique supérieure est de gros diamètre, 2 à 3 fois celle de l'artère. La veine colique inférieure droite suit le même trajet que l'artère et la veine colique supérieure droite va rejoindre le tronc veineux gastrocolique qu'on a vu pour le chapitre de l'estomac. Le réseau lymphatique est extrêmement abondant dans le tube digestif. Ce réseau lymphatique, normalement invisible, est par contre coloré d'une couleur blanchâtre, lactescente, en post-prandial, et une personne qui subit une intervention chirurgicale, alors que
l'horaire fait en sorte que la personne n'est pas à jeun, mais en cours de digestion, laisse voir ces petits vaisseaux sous le péritoine viscéral avec un aspect lactescent blanchâtre. C'est ainsi qu'on a découvert la circulation lymphatique. Les vaisseaux font des relais sur des lymphonodes, des ganglions, avec tout d'abord un groupe juxta-intestinal, groupe ganglionnaire qui suit l'arcade bordante, qui a un trajet qui va rejoindre l'origine des vaisseaux, artériels et veineux, avec comme second relais un groupe de lymphonodes moyens ou intermédiaires, puis un groupe central qui réalise un véritable feutrage lymphatique autour de la veine et de l'artère mésentérique supérieure. Tout ceci se termine dans le groupe rétropancréatique qui draine tout le flux lymphatique du tube digestif. Ce schéma représente l'évolution finale des mésos qui ont accompagné dans la rotation de l'anse ombilicale le duodénum, l'intestin grêle et les côlons. Il s'agit d'un schéma sur lequel on retrouve la trame du squelette, également l'orientation de l'artère mésentérique supérieure, mais figure sur le plan digestif uniquement le cadre duodénal, le côlon droit, le côlon gauche, le côlon transverse a été supprimé. Le duodénopancréas forme un petit cadre proximal, petit cadre avec ses 4 côtés qu'on a décrits précédemment, et qui est entouré de péritoine viscéral. Ce péritoine viscéral va s'accoler au péritoine pariétal postérieur, particulièrement pour le premier et deuxième duodénum, par l'accollement de Treitz, et à ce niveau, l'accollement de Treitz est en profondeur, il est plus dorsal que l'accollement du côlon droit. Dans sa deuxième partie, pour une partie du troisième et quatrième duodénum, le duodénopancréas est en avant de l'accollement de Tolt du côlon gauche, et ce système d'accollement de Treitz est extrêmement efficace et permet une fixité de l'ensemble du duodénum pancréas. Les côlons, quant à eux, forment un grand cadre de grand périmètre en distalité, avec 2 zones d'accollement, l'accollement de Tolt droit pour le côlon ascendant et l'accollement de Tolt gauche pour le côlon descendant. Entre les deux, le segment du côlon transverse a été sectionné. Donc, sur ce schéma, on retient en résumé la poche rétrogastrique vers le haut, l'accollement de Treitz qui est dorsal par rapport à l'accollement de Tolt droit, et l'accollement de Treitz qui est ventral par rapport à l'accollement de Tolt gauche. Cette coupe transversale, qui passe au niveau de L3, fait le résumé des accollements péritonéaux. L3 est accompagné ici, sur ses faces latérales, par l'origine des muscles psoas. Ventralement, on retrouve l'appareil urinaire, le rein droit, le rein gauche, et les gros vaisseaux, aorte et veine cave inférieure en rétropéritonéal. Du côté droit, le côlon droit ou côlon ascendant est maintenu par l'accollement de Tolt droit. Du côté gauche, le côlon gauche est en avant du rein du même côté et maintenu par l'accollement de Tolt gauche. Sur la partie médiane, la veine mésentérique supérieure accompagne l'artère mésentérique supérieure avec une différence importante de diamètre, comme on l'a déjà dit. Du côté droit, l'accollement de Treitz est dorsal par rapport à l'accollement de Tolt, et du côté gauche, l'accollement de Tolt est lui dorsal par rapport à l'accollement de Treitz.